Je voulais vous raconter l'histoire, comment j'ai rencontré Rickson Gracie chez lui à Los Angeles. Juste la petite histoire, c'est en 1995, il est venu à Paris faire un très gros stage. Il y avait à peu près 500 personnes, tout le monde a été subjugué sur son jiu-jitsu. Il avait combattu avec beaucoup de monde et donc tout le monde a été vraiment choqué sur ce jiu-jitsu. Et en 1995-96, lorsque Christian Derval a ouvert le premier club français de jiu-jitsu au Cercle Tissier à Vincennes, très rapidement j'ai pris la décision de partir vivre aux États-Unis. Et donc je suis parti en Californie et je suis parti chez Rickson Gracie. Rickson, à l'époque, il était à Los Angeles, il avait deux académies, une à Pico Boulevard et l'autre qui était à Pacific Palisades. Le matin, c'était les entraînements à Pico Boulevard et le soir, c'était à Palisades. Et cette époque-là, en 1997, il se préparait pour combattre Takada au Pride. Et donc, la plupart des entraînements étaient en nogi, sans kimono. Et les entraînements se déroulaient simplement. On tournait avec lui. Lui, il se mettait à mettre, un peu comme le jiu-jitsu combat qu'on voit aujourd'hui, à mettre des gifles, à mettre des claques. Il commençait debout, mais ça allait tout de suite au contact, au clinch. Donc, je me souviens la première fois, donc je suis arrivé aux entraînements. La grande majorité, c'était que des Brésiliens, très peu d'Américains. Et c'était les premiers entraînements où je suis arrivé, c'était un entraînement le soir. Les premiers entraînements où je suis arrivé, c'était un entraînement le soir à Pacific Palisades. J'étais hyper impressionné déjà, il y avait quasiment que des ceintures noires, des ceintures marron. À savoir qu'en France, ça venait d'exister, il n'y avait pas de ceinture. Et d'un coup, Rickson, il arrive et comme il se préparait pour son combat, il est arrivé, il a commencé à faire l'entraînement en kimono. Et bon, c'était Rickson Gracie, c'était très, très particulier à le voir. J'étais sur le côté parce que je voulais voir d'abord les entraînements, d'abord pour pouvoir faire mes inscriptions. Et très vite, dès qu'il m'a vu, il m'a dit « Ah, d'où tu viens ?» Je lui ai dit « Je viens de Paris ». Il m'a commencé à me dire « Bonjour Paris ». Il a été très sympa. Et le jour d'après, je suis arrivé à l'entraînement et c'est lui qui donnait tous les cours. Je me souviens, le premier entraînement en octobre 97, il avait travaillé la garde fermée, comment faire une combinaison de clés de bras. C'était déjà moi hyper impressionnant de voir que c'est lui qui donnait les cours. Et en plus de ça, d'être entouré que de champions. Bom dia! I'm not a fighter. I believe in jiu-jitsu. I believe jiu-jitsu is a self-defense art. To keep believing in what I teach, what I share with my students, to trust in my own words, I must put myself available for any kind of competition. The most interesting aspect of jiu-jitsu is of course the techniques are great, but the sensibility of opponent, the sense of touch, the weight, the momentum, the transition. Rickson, il part au Japon pour faire son combat contre Takada. Il gagne sur clé de bras. Toute l'académie, on était là, on s'était donné rendez-vous pour regarder son combat. On était super contents, bien sûr. Il revient à Los Angeles. Il nous raconte comment ça s'est passé, l'expérience. Lorsqu'il est revenu avec, il y avait Helio, il y avait
il y avait Helio Gracie, son papa, il y avait Royler, il y avait la plupart de ses frères étaient là. Donc imaginez les entraînements à cette époque-là, entourés de la fameuse famille Gracie, tous réunis pour fêter la victoire de Rickson. Et là, petit français, je dirais à l'époque, on était là, je me dis mais c'est historique, c'est vraiment l'histoire, on est en train de construire. Moi, je me disais à l'époque, je me disais pas je vais construire l'histoire du jiu-jitsu français, parce qu'on ne pensait pas comme ça à cette époque-là, mais c'est vrai que maintenant, en y pensant maintenant, je me dis vraiment quelle chance, j'ai été entouré de ce clan, parce que c'est un clan, de toute la famille Gracie, de ceux qui ont développé, créé, faire connaître, et ils ont fait connaître ce sport, cet art martial, que ce soit pour le côté sportif ou pour le côté self-défense. Et une fois que tout le monde était reparti, donc les entraînements ont repris avec Rickson. Et d'ailleurs, très vite, il a dû en 98 recombattre Takada. Donc il était toujours là. C'est lui qui donnait tous les cours de tous les entraînements du soir à Pacific Palisades. Le matin, les entraînements étaient donnés par Luis Heredia, Luis et Limão, qui s'appelait Luis Limão, et Fernando. Il y avait la plupart des instructeurs. Il y avait ceinture marron, ceinture noire. Le soir, quand j'arrivais le soir, Rickson donnait quasiment, bien sûr, tous les cours. Et les cours étaient dirigés spécifiquement en kimono. Et seulement lorsqu'il y avait des préparations de compétition en MMA ou en nogi, on enlevait le kimono pour s'entraîner. Je me souviens de Fabio Gurgel, ou je me souviens de très grands noms de jiu-jitsu arriver à l'académie et dire « Ah, Rickson !» Il voulait tourner avec Rickson, il se mettait sur le tapis, ça durait 2 minutes, 3 minutes. Et ce qui était très impressionnant, moi ce qui m'a beaucoup impressionné, c'était de voir quelqu'un qui arrivait, un champion du monde, ceinture noire, il arrivait et il faisait un travail à thème. Rickson lui dit voilà, on commence par, tu m'attrapes le bras gauche, directement au bras gauche, quasiment en jujigatame, en finalisation de clé de bras. Et il s'en sortait. En plus de s'en sortir, il le finalisait sur le bras gauche. Et ça, je me dis, bon, c'est au début, je regarde ça, je dis, bon, il fait ça parce qu'il voulait faire un clin d'œil. Non, non, non. À la fin, comme moi, à l'époque, je ne parlais pas super bien anglais, je ne comprenais pas exactement tout ce qu'il disait. Mais à la fin, c'était le thème. Il prenait un mec comme Saulo Ribeiro, étranglement arrière, verrouillé, Mataleon verrouillé. Il sortait, il était après dans son dos et il le finalisait. Donc c'était quelque chose d'assez exceptionnel. Where I can be very flexible, very strong, very fast, very well coordinated, with a good balance, with a good breathing. So those elements I try combine. Sometimes when I make my routines, I get in a very special stage of meditation. And this is beautiful because I'm able to exercise and totally clean my mind and keep myself in the present moment. When you control your breath, you can actually control yourself mentally and physically. You can really understand your fears and your emotional stress. Quelque chose qui est très rare à voir aujourd'hui avec, bien sûr, le jiu-jitsu, c'est beaucoup professionnalisé. Et on parle de ça comme un peu comme Bruce Lee de l'époque, il était avant-gardiste. Rickson, c'était la même chose. On arrivait, il y avait un problème, une nouvelle technique qui arrivait. Il disait non, 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 montre-moi la technique. Il faisait la technique et tout de suite, il faisait tac, tac, voilà. Ça, c'est la réponse de défense. En lui-même, dès qu'il avait la sensation d'une position, il se mettait dans la position et tout de suite, il arrivait à s'en défaire et il trouvait la solution de défense. Et de contre-attaque, et bien sûr, et choses comme ça. Et à l'époque, on ne parlait pas comme aujourd'hui, allez, on va travailler un système bien précis de jiu-jitsu. Ok, allez, on commence dans la garde, la demi-garde, tu vas faire 1, 2, 3, tu verrouilles un système. À l'époque, en fin de compte, lui, il nous expliquait tout le temps, il est surfeur, il adorait surfer. Et il nous disait, regarde, moi, mon but, c'est de réussir de battre tout le monde. Que ce soit des ceintures blanches, des ceintures noires, des poids lourds, des légers, des gros, des moyens. Il a dit, tu dois t'en sortir face à tout le monde.
Et comment faire pour s'en sortir face à tout le monde? En fin de compte, lui, en surfant, il me disait, tu crois que je peux dompter l'océan? Il nous disait souvent ça. L'océan, je ne peux pas aller à l'inverse des vagues, c'est pas possible. Par contre, avec ma planche de surf, je peux surfer, je peux aller là où je veux, malgré que la force de l'océan est beaucoup plus forte et qu'il pourrait m'anéantir et couler. Et donc, je disais, non, quand tu combats quelqu'un de beaucoup plus fort et de beaucoup plus fort, beaucoup plus puissant, le but, c'est de trouver le moyen, non pas de surfer sur lui, mais de trouver le moyen de s'en sortir. Et il nous prenait toujours ça en exemple. Lorsqu'on travaille un système, alors bien sûr, lui, il appelait ça des combinaisons. Il nous mettait dans une position, combinaison numéro 1, tu attaques là, tu as soit un renversement, une clé de bras, je ne sais pas, une prise de dos. Lorsque tu es dans la prise de dos, tu as cet éventail de techniques, mais toujours en ayant ce système on appelle ça système aujourd'hui, de connexion, de se connecter sur un individu et de là où il va, de réussir à aller avec lui et à n'importe quel moment, soit de réussir à prendre une de ses erreurs, peut-être qu'il va commencer à être fatigué et avec la fatigue, il va donner des erreurs, ou alors lui, vous le mettez dans une position qu'il ne connaît pas et vous allez réussir tout de suite à l'avoir. Mais lui, en fin de compte, qu'est-ce qu'il faisait? Prenez n'importe quelle garde, il se connectait avec un biceps. Par exemple, vous mettez une garde papillon ou une spider guard, une garde araignée, vous mettez le pied sur les biceps. Il prenait ça comme connexion, il tournait, il arrivait à s'en sortir, ou alors il se connectait avec sa hanche, il arrivait à tourner, il arrivait à rentrer. Donc de partir de la connexion, il arrivait à aller là où il voulait. Et c'est ça qui était assez exceptionnel. Je me souviens d'une fois, on travaillait Ongeza Gatame. C'est une technique de judo ou de lutte où on attrape la tête et le bras et on bloque. Et on travaillait les sorties. Et comment bloquer, sortir, combiner. Il me dit, bon Patrick, viens, je me mets sur le dos. Et lui, il commence à m'attraper. Il m'a dit, essaye de sortir. Il me dit, je vais forcer, je vais commencer à sortir. Et à l'époque, moi, j'étais déjà ceinture noire de judo. Et je me souviens, devant tous les élèves, donc il me ceinture. Et il me ceinture assez fort et je sens qu'il est vachement au-dessus de la ligne de mes épaules, il est vachement haut. Donc je le ceinture et là je ponte à droite et je le tourne de l'autre côté et je le renverse, je le mets sur le dos. Tout le monde commence à faire oh, commence à crier. Et Rickson il rigole, il dit ok, allez, remets-toi. Et là il m'a fait la misère, il m'a attrapé, il m'a esquinté. Mais bon, c'est juste des moments assez exceptionnels avec une personne exceptionnelle parce qu'il est vraiment, ce qu'il a fait dans le jiu-jitsu, personne ne l'a fait. Il a des formes de corps assez exceptionnelles, mais ce que je retiens le plus, c'est cette histoire de réussir à se connecter. Je l'entends plus trop dans le jiu-jitsu, j'entends plus maintenant bien sûr des systèmes, mais de réussir à se connecter sur un individu ou avoir une pression et à changer la pression et d'aller là où il veut. Je suis très vite rentré dans l'équipe de compétition de Rickson et j'ai fait toutes les compétitions qu'il y avait. Et il a vu que je m'entraînais le matin, l'après-midi j'allais soit à la musculation, soit au cardio. Et le soir, je ratais aucun entraînement, je m'entraînais 3 fois par semaine. Il m'a très vite pris un peu, je ne vais pas dire sous son aile, mais c'est vrai que c'était quasiment, je pouvais dire, ouais, c'est mon pote, c'est mon ami. Il voulait me faire tellement avancer, il m'a amené chez lui à la maison, il avait un tatami où il donnait tous ses cours particuliers et des gens qui venaient du monde entier pour venir s'entraîner en particulier avec lui, ils allaient dans son garage. Et moi, j'y allais une fois par semaine, il me faisait des cours particuliers. Vraiment que tu avances, tu vas devoir rentrer en France, tu vas devoir montrer c'est quoi les Goraci Jiu-Jitsu, la méthode Rickson. Tu as quelque chose de fort à montrer. Il va falloir vraiment que tu arrives bien équipé avec un certain programme, un curriculum bien spécifique. Donc, une fois par semaine, j'allais chez lui. On allait à la piscine chez lui et après on s'entraînait, on restait quasiment 2 heures sur le tapis et il m'expliquait un peu la structure, pourquoi son père, l'histoire du jiu-jitsu, pourquoi son père avec son poids, il avait un poids, je crois qu'il faisait 63 kilos, il était très, très faible et comment il a réussi à développer des techniques. Et les techniques, vous avez 2 grands axes où il a développé les leviers, donc les leviers du corps humain et la décontraction musculaire dans les combats. Donc il fallait, vu qu'avec 63 kg, il ne pouvait pas faire grand chose face à quelqu'un de 100 kg au niveau physique. Donc il a complètement
mis de côté la force physique, il a vraiment commencé à se détendre et utiliser les leviers du corps humain. Le truc, c'est que Rickson, lui, il était physiquement très fort. Et donc, lui, il avait, en plus de la décontraction dans le combat, il pouvait à n'importe quel moment utiliser son physique. Et ça, c'est quelque chose d'incroyable. Il était aussi fort physiquement que techniquement. Et en plus, tout le monde connaît, vous l'avez vu dans le film Hulk, où il fait la respiration, où il a sorti un livre sur comment respirer, un peu sur toute son histoire. Donc je vous invite à le prendre d'ailleurs, ce livre, parce que ça raconte vraiment une très belle histoire. Et donc, toutes ces valeurs à travers le jiu-jitsu, d'humilité, d'être très fort, mais à la fois très humble, c'est vraiment dans le Gracie Jiu-Jitsu, et ça représente vraiment Rickson, ce qu'il faisait. On le voyait marcher dans la rue comme ça, et il pouvait prendre n'importe qui à n'importe quel moment. Et donc, en allant chez lui, et plus les entraînements du matin et du soir avec ses professeurs, on avait un curriculum à apprendre, qui d'ailleurs, nous, dans nos écoles, à la Beater Academy, partout, on continue à avoir un passage de grade avec ce curriculum de base. Avec les années, on l'a un peu avancé, évolué. D'ailleurs, à chaque fois qu'on évolue chaque technique, je lui envoie des messages, je lui dis qu'est-ce que tu penses de ça, qu'est-ce que tu penses de ça. Et on parlera, bien sûr, je vous ferai une autre vidéo avec Flavio Behring, qui est, bon, je vous en parlerai sur une autre vidéo. Et donc, ces valeurs par Rickson, où vous devez être excessivement fort, mais d'un autre côté, vous devez montrer au monde entier comment d'être très fort, et en plus de ça, de rester humble. Avant de rentrer à Paris, par exemple, la Beater Academy, tout le monde connaît la Beater Academy, c'est lui qui m'a dit, je lui ai dit que je vais rentrer en France, je l'appelle ça comment? Rickson Gracie Academy, Jiu-Jitsu Academy. Il me fait non, ça va être, moi je te conseille, tu appelles ça la Beater Academy, école de Jiu-Jitsu brésilien, affilié. À l'époque, on signait des contrats d'affiliation, affilié Rickson Gracie Association. D'ailleurs, quand je suis rentré en France, Christian Derval, à l'époque, donc j'étais revenu avec ses programmes de par ceinture, ceinture blanche, ceinture bleue, violette, marron et noire. On avait fait commencer à passer d'ailleurs des profs d'aujourd'hui qui sont 3e ou 4e dan, des ceintures noires, des grands noms du jiu-jitsu français. Ils étaient à l'époque ceinture bleue, ceinture violette, ils passaient ceinture violette. Je me rappelle, je leur faisais passer leur ceinture violette et on était dans les... Non, tu peux pas, tu es vachement léger sur ce que tu fais. Et aujourd'hui, c'est des super grands noms. Je suis vraiment content que Rickson m'ait permis de faire ça, et qu'aujourd'hui, les plus grands noms du jiu-jitsu sont passés par moi ou par le Sartissier. Donc, c'était le Sartissier, ils sont passés par moi. Et c'est quelque chose que j'ai fait en France et que je continue à développer. Grâce à ça, grâce au jiu-jitsu self-défense, j'ai rentré le jiu-jitsu dans quasiment les plus grandes forces spéciales françaises. C'est vrai, que ce soit les gardes du corps des présidents, que ce soit des groupes d'élite ou même des polices municipales, intégration du jiu-jitsu, même si on l'appelle pas ça jiu-jitsu, obligatoire, maîtrise d'individus. En fin de compte, c'est une méthode qu'on n'a pas besoin de frapper quelqu'un, c'est de réussir à maîtriser quelqu'un, même s'il est excessivement arrogant, fort, ou il veut nous frapper, comment justement le protéger de lui-même. C'est des méthodes qu'on a mis en France, qu'on continue d'ailleurs. Et moi, personnellement, je suis parti sur l'étranger. J'ai fait quasiment plus de 38, quasiment 40 pays où les forces spéciales travaillent dessus. Et on continue tout le temps de développer tout ça parce qu'à l'origine, je me suis fait former par la bonne personne, par la famille Gracie. Et le plus fort d'entre eux était Rickson et j'étais avec lui. Je le remercierai jamais assez et je vais lui donner le mot de la fin. Rickson, c'est à toi. Je te laisse la fin. Allez, bye. A lot of fighters, they feel comfortable to fight away, kicking, punching, and stay away from you. The ground is pretty much home for us. I want to get close to my opponent. And once I'm close, I can either go to your body, to your legs, or even to your head. And once I'm here and I take you to the ground, you're in my territory, and then here I can choke you out, I can give arm bars, I can go a knee lock, any joint. That's Gracie Jiu-Jitsu.